Merci d'être avec nous sur Radio J. 472e jour de guerre donc et 94 otages désormais dans la bande de Gaza. Et pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste de défense sur i24 News sur la chaîne LCI également. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin après cette journée éprouvante, journée difficile effectivement, mais le soulagement finalement après avoir vu le visage de Romy, 24 ans, d'Émilie, 28 ans et de Doron, 31 ans qui ont pu retrouver leur famille, qui ont pu retrouver leur maman, les serrer dans leurs bras. Alors d'abord j'aimerais connaître votre émotion ce matin quand vous avez vu ces images. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Raphaël ? Je pense que c'est des images qui sont le symbole le plus important de toute cette guerre, c'est-à-dire la supériorité morale d'Israël sur ses ennemis et comment nous pouvons nous enorgueillir d'accepter un prix aussi exorbitant pour sauver la vie de nos frères et de nos sœurs. Peu de pays au monde en seraient capables. C'est un prix exorbitant en effet, c'est un très mauvais accord. Tout peut cafouiller d'un moment à l'autre, mais d'un autre côté, en faisant cela, Israël a marqué sa victoire morale sur l'histoire, sur la guerre, et c'est extrêmement important pour notre dignité, pour notre humanité et le respect et le maintien de nos valeurs juives. Alors vous dites Israël a marqué sa victoire. Le prix est exorbitant, effectivement. Certains parlent même de rançon finalement payée au Hamas. On parle de la libération en échange de milliers de Palestiniens, dont certains qui ont du sang sur les mains. Et ce matin, on a appris peut-être que Marwan Barghouti, selon la chaîne Al-Quds, alors ça n'a pas été pour l'instant confirmé par Israël, pourrait faire partie des dirigeants terroristes qui seraient libérables. Marwan Barghouti, Ahmed Saadat notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous y croyez? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que le gouvernement israélien soit prêt à aller aussi loin pour cela. Je pense que même si ça a été exigé par le Hamas, c'est un bluff. D'un côté, ils voudraient évidemment faire libérer ce terroriste parce que c'est en fait une copie de Sinwar. Si Barghouti est libéré, il fera exactement ce que Sinwar a fait parce qu'il est populaire, parce qu'il a beaucoup de pouvoir en Judée-Samarie et qu'il pourrait effectivement monter ou une intifada ou des attentats importants. C'est donc un personnage extrêmement dangereux. Il reste à savoir si, en dernière instance, c'est une revendication sine qua non du Hamas ou non. Jusqu'à présent, ça ne l'a pas été. Jusqu'à présent, Israël a toujours refusé de libérer Barghouti. Certains disent que ça pourrait être mieux, notamment que le Hamas en face, en tout cas que Marwan Barghouti soit le nouveau dirigeant de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. C'est bonnet blanc. Barghouti, c'est la vieille école du terrorisme style Arafat, comme Abou Mazen, comme Sinwar. Ce sont des personnages avec lesquels on ne peut que reculer au lieu d'avancer, alors que nous avons en ce moment la possibilité peut-être d'aller vers de nouveaux dirigeants, vers une nouvelle vague de dirigeants palestiniens qui ne seraient pas de cette vieille école terroriste. Je ne dis pas que ça sera des anges, hein, mais il faut quand même se sortir, se dépêtrer de ces noms qui sont toujours les mêmes et qui ne peuvent pas apporter du nouveau dans la situation. Alors on a l'impression, en regardant les images, par ailleurs, Raphaël, hier de libération des otages et en même temps la joie aussi des Palestiniens, que ça ressemble à une opération de communication de la part du Hamas. Quelle est votre impression? On a vu aussi le Hamas distribuer ses pochettes aux otages qui ont dû sourire face caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était ridicule et pathétique parce que d'abord, on a vu la violence et la sauvagerie de cette foule féroce autour de 3 jeunes filles sans défense. Donc la lâcheté aussi, bien sûr. Ils étaient prêts, certains, à les lyncher. On a vu qu'à Gaza, il n'y avait ni génocide, ni famine, ni rien du tout. Tout le monde était bien habillé, tout le monde avait son téléphone portable, tout le monde se pavanait. Dans la haine d'ailleurs et la violence. Donc on voit aussi à quel point il y a énormément de Gazaouis innocents, hein,
On n'en a pas vu beaucoup hier, en tous les cas, autour des véhicules de la Croix-Rouge pour venir embrasser ou féliciter ces jeunes femmes. À un moment donné, on pouvait aller vers la paix. On a vu que des gestes et des cris de haine et de guerre. Donc, toute cette campagne, le fait qu'on a voulu d'une façon cynique leur donner des cadeaux et un diplôme de libération rend encore plus ridicule la façon dont le Hamas veut se glorifier de rien du tout. Je pense que c'est tout à son désavantage et que les gens normaux, je dis bien normaux, pas antisémites, pas racistes, qui regardent ces images, ne peuvent qu'avoir peur de ces gens, ne peuvent qu'être dégoûtés par leur conduite. Vous dites c'est un mauvais accord, effectivement, puisqu'Israël paye le prix fort quand même pour amener ses enfants, pour amener ses otages. Alors ça pose question sur l'après. Si la population est radicalisée, reste radicalisée dans la bande de Gaza, à quoi peut-on s'attendre concrètement, Raphaël ? Bien, malheureusement, c'est un prix qu'on doit payer parce que c'est le devoir de l'État d'Israël de sauver ses citoyens, d'épargner ses citoyens. D'un autre côté, effectivement, nous sommes conscients du danger qui est encouru. Il y a deux barèmes différents. Il y a le barème du calcul. Combien de terroristes, quels dangers sont encourus. Il se pourrait que beaucoup de soldats soient tués au combat lorsque les combats reprendront. C'est le barème du calcul historique, du calcul du moment, de la circonstance. Et puis il y a l'autre barème, c'est celui dont j'ai parlé, c'est l'arithmétique de la noblesse d'âme, de la morale, de la haute morale, qui fait qu'on ne peut absolument pas, vous avez vu ces trois jeunes filles, il fallait absolument les sauver, en espérant sauver le plus possible d'otages, en espérant les sauver tous. C'est donc deux calculs différents. On a encore, donc on a parlé de Barghouti, on a encore aussi la différence entre la quantité et qui est libéré. Oui. Si on libère des dizaines de terroristes qui ne sont pas aussi dangereux que Barghouti, c'est différent que les leaders. Et puis disons-le franchement, nous avons ici le tarif de la valeur humaine très simple. Un otage israélien ne vaut pas 100, ne vaut pas 1000 terroristes, il en vaut 10 000, il en vaut 100 000. Les terroristes n'ont aucune valeur humaine et peu importe combien on en libère. Itamar Ben-Gvir, lui, le ministre de Benyamin Netanyahou, démissionnaire du gouvernement, a parlé d'une capitulation face au Hamas. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Lui, il a capitulé moralement face aux valeurs du judaïsme. Il a capitulé moralement face aux valeurs du judaïsme, c'est ce que vous dites. Alors, il y a une autre actualité, c'est aussi le retour d'Oron Shaul, le soldat qui a été tué en 2014, qui a été retrouvé par les troupes de Tsahal, qui a été rapatrié en Israël. Alors, vous qui êtes analyste de défense, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment une telle opération peut avoir lieu, c'est-à-dire comment son corps a été retrouvé? Est-ce que c'est grâce à des renseignements, on imagine, sur place? Oui, bien sûr, c'est certainement des informateurs ou des indicateurs sur place qui ont pu donner l'information. Certains de ces indicateurs travaillent de façon constante avec Israël et donc on peut leur donner des instructions pour qu'ils mènent une sorte d'enquête, des recherches. À part l'intelligence humaine, il y a aujourd'hui aussi des moyens technologiques qui permettent de détecter certaines choses. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire des gens qui ont une information et qui, étant en contact avec un indicateur qui travaille pour Israël, commencent à raconter quelque chose qu'ils ont vu. Il faut beaucoup de recoupements, il faut, comme on l'a vu, des années de travail de fourmi pour trouver dans tout ce Gaza, dans tous ces immeubles, ces caves, un seul corps. Ça a été le cas. Et ensuite, bien sûr, il faut la possibilité opérationnelle d'atteindre le corps pour le libérer et le ramener en Israël. Alors un petit mot peut-être pour terminer au niveau diplomatique. Aujourd'hui, on le sait, ça va être l'investiture de Donald Trump à 18h heure française, 19h en Israël. Le rôle de Trump justement dans cet accord Israël-Hamas, il a été important selon vous? Oui, je pense qu'il a été important, peut-être moins décisif
que Donald Trump veut bien le dire. Je pense que l'administration Biden a travaillé très dur sous les directives de Biden pendant des mois. Et Joe Biden avait vraiment placé aussi comme priorité cette libération des otages. Le fait que Trump arrive avec certaines menaces, qu'il bluffe ou qu'il bluffe pas, ça a peut-être fonctionné. Une chose est certaine, face à ce que Biden et Trump et donc les États-Unis ont fait, c'est la honte pour le reste de la communauté internationale, honte pour la France, honte pour la Croix-Rouge, honte pour les Nations Unies et toute la communauté internationale qui, elle, n'a rien fait pour libérer ces otages. Ils n'ont même pas eu droit à une visite de la Croix-Rouge. La communauté internationale a passé son temps à parler de la misère du peuple palestinien qu'on a vu hier en liesse et en tout à fait bonne santé pour tenter de lyncher 3 jeunes femmes innocentes. Honte donc à cette communauté internationale et merci à cette amitié américaine de Donald Trump, de Joe Biden, peu importe qui est là. Ils ont quand même fait quelque chose en tous les cas. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette analyse. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci.